Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui avec Rachid Ramdan qui va présenter une création qui s'appelle Tenir le temps avec 16 danseurs. Si j'ai bien compris, elle a pour principe la contrainte et l'accumulation. C'est bien ça? Pas spécialement la contrainte, mais oui, en tout cas c'est une pièce qui procède par accumulation, par saturation. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une accumulation au sens de Trisha Brown ou c'est un autre type d'accumulation? Est-ce que c'est une accumulation dans le mouvement ou c'est une accumulation, je dirais, globale? En fait, ça a été un long processus pour arriver à ça, parce que c'est vrai que dans le passé, jusqu'à maintenant, je suis souvent parti de situations, de contextes dans l'actualité, des contextes historiques qui motivaient des pièces. Et le mouvement, la danse, s'articulait autour de choses avec lesquelles on avait tous un lien dans l'actualité du moment. Et puis, et j'ai beaucoup utilisé ces textes, et puis surtout autour de sujets qui étaient souvent tendus. Ça m'a amené à m'interroger sur des corps dans des états de tension, dans des états d'urgence. Et de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus intéressé à ce que le corps est capable de produire dans ces états de précipitation. C'est pour ça que tout de suite, contrainte, non, parce que les expériences que j'ai, c'est plutôt des gens qui, dans des danses où plus on accumule et plus on se crée des dispositifs de contrainte, mais plus on trouve des possibilités de réagir et des espaces de liberté. Donc en fait, voilà, j'en suis arrivé à ça. Et puis aujourd'hui, plutôt que de faire référence à des sujets comme les réfugiés climatiques, comme les victimes d'actes de torture, des choses qui font débat, je crée des dispositifs beaucoup plus abstraits, des consignes qui, je pense, continuent de renvoyer à ces sujets tendus, mais uniquement au travers de principes de composition de danse, avec tout l'héritage du savoir de la danse sur des motifs qui procèdent par l'accumulation, le leitmotiv, le canon, et dans un lien étroit à la musique. Donc voilà un peu comment on en est arrivé à ça. Alors pour répondre à la question, accumulation de Trisha, en fait, j'ai vraiment voulu travailler sur le motif de la foule. Et je dis vraiment de plus en plus, je fais attention, je ne dis pas que c'est une pièce pour un groupe ou pour 16 interprètes, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mouvement d'un ensemble. Pas pour nier chaque individu, au contraire, il finit par apparaître, mais c'est vraiment de travailler la masse, la foule, alors que, accumulation, c'est vraiment un principe d'accumulation, et de dissociation. Donc, finalement, tout ce qui se travaille, c'est tout le temps à plusieurs, et dans une très grande interdépendance. Ça aussi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de voir comment dans une communauté, dans une foule, combien on est interdépendant des autres, et le moindre mouvement d'un danseur en aspire un autre, qui en aspire un autre. Donc il y a énormément de travaux comme ça, de moments de la pièce qui procèdent par des effets dominos, des effets boule de neige. Du coup, on est beaucoup plus proche, si on doit faire des références historiques, et vraiment toute proportion gardée, c'est beaucoup plus proche de Esther Williams, c'est beaucoup plus proche de Mary Wigman, où on était beaucoup plus sur finalement un mouvement qui concerne une traînée dans l'espace qui est portée par plusieurs individus, des formes solo comme ça. Puisque vous êtes un chorégraphe quand même qui a toujours été en prise avec le politique, et puisque vous parlez de Mary Wigman, est-ce que justement pour vous, il y a une mise en tension entre la chorégraphie de masse et la chorégraphie collective? Oui, là aussi, c'est j'ai beaucoup travaillé des figures solitaires,
pendant longtemps, je disais que finalement, je faisais des portraits chorégraphiques. Je travaillais à partir d'individus, avec tout ce qu'ils avaient, avec des fragments de témoignages, avec une façon propre de se mouvoir. Et souvent, les pièces de groupe que j'avais faites jusqu'à maintenant reposaient, c'était des séries de solos, pour aller vite, des moments comme ça qui s'articulaient où on avait affaire à des groupes, mais en voyant des gens les uns après les autres. Et puis, mais toujours quand même avec ce souci de chercher dans chacune des personnes sur scène, ce en quoi elle est le microcosme d'une communauté, c'est le microcosme d'un monde. Donc finalement, ce qui m'intéressait au travers de ces cas particuliers, c'était tout le temps de toucher quelque chose qui déborde cette personne et qui concerne le général, quoi. Et finalement voilà, toute la communauté qui est derrière cette personne. Et puis voilà, je travaille complètement différemment, c'est-à-dire je pars. J'ai laissé tout ça de côté, cette dimension autobiographique, même s'il y a des moments de solo, mais pour se focaliser sur ces mouvements d'ensemble. Et finalement, c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'on commence à voir progressivement jaillir les uns et les autres, alors qu'au début ils sont noyés dans le groupe. Donc oui, c'est finalement, que ce soit à plusieurs, que ce soit au travers de solos, au travers d'individus ou au travers d'un grand groupe comme ça, c'est pas antinomique. J'ai même l'impression que je travaille la même chose. C'est tout le temps, ce qui m'importe, c'est de faire face à ces sujets dont je parlais qui concernent des communautés. Et est-ce que justement il y a un danger finalement dans ces espèces de chorégraphies de communautés ou d'un grand nombre, surtout quand on a des effets dominos, etc., que tout d'un coup, finalement, ce qu'on fasse apparaître, c'est justement une espèce de masse conquérante ou de masse qui voudrait dire finalement quelque chose d'autre? Oui, ben, après, bon, voilà, dans le travail, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a envie d'affirmer. Bon, quand on lit Canetti, par exemple, ce qui peut transpirer des différentes figures de la masse, ça sert à rien. Je me rends bien compte que dès qu'on travaille des groupes, la figure du groupe, elle peut aller dans des extrêmes. C'est-à-dire les grands mouvements d'ensemble, ça va de la révolte au défilé militaire. Donc après, tout dépend comment on organise ces corps. Et ça ne nous raconte pas la même chose. C'est même ce que j'essaye de travailler, parce que, bon, vous allez voir, je pense qu'on est dans une facture très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a une dimension qui est très dansée, il y a une dimension qui est très... qui décortique beaucoup la structure musicale. On est beaucoup moins dans une prise de parole, comme je le disais tout à l'heure, qui renvoie à des sujets parce qu'on le dit sur scène, on en parle. Donc il y a toute cette façon d'écrire pour la danse en lien avec la musique. Mais après, ce qui m'importe, finalement, le mouvement, il est assez secondaire, mais c'est ce qui se dépose en nous, c'est-à-dire le sentiment que fait naître ce mouvement-là. Donc les mouvements en eux-mêmes, je dirais pas qu'ils sont pas intéressants. Quand j'espère que vous serez là, vous allez voir le spectacle. Mais ce que j'essaie de travailler, c'est dans la durée, voir le sentiment que ça construit de voir ces corps en précipitation, ces corps se soutenir. Et c'est à partir de là que je commence à écrire. C'est-à-dire, est-ce que c'est des corps en souffrance ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt voir l'esprit de solidarité qui se met à naître. Donc c'est à partir de ce moment-là que je commence à étalonner et à orienter plus dans une direction ou dans une autre avec les danseurs, en disant attention, là au contraire, je trouve que ce qu'il y a sur tel passage, c'est cette capacité à faire corps et à réaliser tous ensemble une chose qui n'était pas possible avec une seule personne. Parce que vous allez voir, il y a une très grande vitesse, il y a beaucoup de dangers, mais sans qu'on veuille partager ce danger-là. Donc, c'est-à-dire, il y a des télescopages, ils se sautent dessus, et c'est vrai qu'il y a un état d'urgence. On a fait des répétitions ouvertes, et beaucoup de gens ont commencé à nous dire pourquoi ces gens dans un état de stress, dans un état de tension aussi extrême, alors que c'était presque tout le contraire que je voulais partager. C'est-à-dire,
comment, dans une certaine ouverture à l'autre, finalement, on se met à faire des choses qu'on n'aurait pas été capable de réaliser seul, mais par le soutien de la communauté, on y arrive, des autres. Et hier, on a encore fait un filage, on en a fait un hier et un avant-hier, on n'a quasiment rien changé, hein. Mais c'était juste ces intentions qui étaient beaucoup plus claires entre nous. Et la pièce avait 2 visages radicalement différents. Et c'est à partir de là que je commence à écrire la danse, c'est-à-dire ces sentiments qui se déposent, cette chose qui finit par se déposer, mais au-dessus de la structure de la danse. On n'est pas dans un rapport aussi abstrait que peut-être des grandes figures de la danse, telles que Trisha, etc. Je vois bien que j'ai quand même un souci, j'ai un vrai souci de la narration. Au travers de mouvements abstraits, mais ça m'importe beaucoup d'inventer des formes de narration, ce que j'ai fait à partir de ces témoignages. Et là, une fois de plus, voilà, c'est très dansé, mais ce qui m'importe, c'est la forme de narration que ça propose. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de la musique. C'est une création originale. À qui avez-vous fait appel? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Alors, Jean-Baptiste Julien oui, pardon, merci. Jean-Baptiste Julien, le compositeur avec lequel je travaille maintenant depuis plusieurs années, c'est vraiment un sculpteur du son et en même temps c'est un compositeur, il fait vraiment des installations sonores. Donc là, l'année dernière, par exemple, pour le Ballet de l'Opéra de Lyon, il est parti pour une pièce pour piano automatique. Il peut être dans des choses qui sont plutôt de l'ordre du bruit ou des choses très composées, voire opératiques parfois. Et ça, ces principes d'accumulation, de saturation, on les a aussi travaillés en musique. Donc on est sur des principes qui ont déjà été réfléchis dans la musique répétitive. Steve Reich, Glass, on a beaucoup réécouté ces choses-là. Donc toute la composition musicale travaille par ces principes-là de phase, de déphasage, qui font que les motifs musicaux évoluent et on se met à entendre des choses par superposition qui emmènent les danseurs, qui créent des situations de débordement. Donc voilà, on est parti sur. Après, c'est aussi la première fois que je demande à Jean-Baptiste d'écrire la musique avant la pièce. Parce que souvent, on est ensemble dans l'espace, mais on se marche un peu dessus. Donc il a écrit. Parce que voilà, on a quand même 10 années de complicité maintenant, et je crois très fort à ça dans le travail, c'est-à-dire à tout cet inconscient qui se dépose, toute cette complicité qui se dépose et qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de travailler les choses seconde par seconde, mais on échange et on apporte une réponse globale. Et je vois bien ce que Jean-Baptiste, ce qu'il peut proposer aujourd'hui quand on travaille ensemble est très différent de ce qu'il peut amener dans d'autres types de collaborations théâtrales ou dans le monde de la musique. Donc voilà, il a essayé de construire quelque chose de cohérent qui crée du débordement, qui crée du rayonnement. Et parce que quand je dis rayonnement, c'est vrai qu'on a quand même cherché une couleur. Je sais pas, je suis dans une attitude assez positive malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, mais par rapport à d'autres pièces qui étaient beaucoup plus sombres, beaucoup plus tendues. Et donc voilà, il a composé 3 mouvements musicaux qui sont 3 types de saturation de la danse, en fait, qui proposent trois types de chorégraphie où les corps vont être emportés et vont être dépassés, mais c'est pas un dépassement qui met les corps en souffrance, au contraire, c'est qui ouvre des portes. J'ai beaucoup... il y a longtemps que je travaille avec Meg Stewart, je me rappelle comment il y avait tout le temps cette envie, on créait des dispositifs de contraintes, mais pour voir la formidable capacité d'adaptation qu'a le corps, ou ce que d'autres ont pu faire, Cunningham avec ses pastilles... je ne sais plus quel gaz c'était, voilà, qui obligeait les corps à réagir. Et cette envie de plutôt parler de la capacité à produire plutôt que de se laisser enfermer par un dispositif de contrainte, c'est des choses qu'on a aussi essayé de trouver dans la musique. Donc voilà, pareil, je vous laisse. Je ne vais pas décortiquer la pièce point par point, mais je crois que c'est présent. Vous avez assez peu l'habitude de travailler avec un grand groupe de danseurs comme celui-là.
Comment les avez-vous trouvés? Quels ont été vos critères finalement? Ouais. En fait, je nuancerais parce que souvent, c'est vrai, vu que j'ai fait beaucoup de solos, en fait, j'ai une grande habitude d'être, depuis ma naissance, quoi. Je viens d'une famille nombreuse, mais non, en fait, je travaille souvent avec beaucoup de gens. Après, c'est vrai que j'ai longtemps privilégié les espaces vides, une sorte de poétique du vide comme ça. Mais même quand je me rappelle avoir travaillé un solo qui s'intitulait Les Morts Pudiques en 2004, c'était un solo, j'étais seul, mais on était 12 sur la production, parce qu'il y a toujours eu voilà, des collaborateurs après. Voilà, la pièce pour le Ballet d'Opéra de Lyon, ils étaient 24. J'ai créé une pièce à partir d'un texte de Sonia Camberto qui s'appelait Police. Ils étaient, d'ailleurs, il y a une des personnes qui est là, qui est venue nous voir. Aujourd'hui, avec un groupe, avec une foule sur scène, une chorale d'enfants et un groupe, ils étaient une quarantaine, je crois. Donc, non, ce qui est différent, c'est cette rigueur et cette précision par rapport aux gestes dansés. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des gestes spontanés quand on travaillait avec des groupes. C'est des gestes quotidiens. Je travaillais d'ailleurs avec des personnes qui n'étaient pas toujours des danseurs. Et donc là, voilà, travailler avec 16 danseurs, ça a été un petit peu... j'ai dû me poser une question parce que j'ai longtemps travaillé avec des individus, des personnes qui ont quelque chose d'extrême, voire d'extraordinaire, quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire. Donc il y a cette interprète lituanienne qui s'appelle Laura Jutkaite, avec laquelle je travaille depuis des années, qui depuis son enfance, tourne sur elle-même. C'est d'abord un besoin personnel. Donc voilà, elle a commencé à tourner sur elle-même. Elle calmait des sortes d'états de stress comme ça. Et puis de fil en aiguille, en grandissant et en faisant tous les jours et en tournant tous les jours, comme elle le fait encore aujourd'hui, parce qu'elle en a besoin. Elle tourne plusieurs heures par jour. Elle a développé cette chose qui est bouleversante. On a travaillé de différentes façons, dans différentes pièces. Ou alors Jean-Baptiste André, ce garçon qui est circassien, équilibriste, contorsionniste, qui est presque un maître du genre. Il a inventé une technique voilà, dans un certain rapport à la danse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème à travailler avec plusieurs personnes qui ont autant de savoir de la scène, autant de charisme. Parce que dès qu'il faut faire ces mouvements de groupe, ils avaient du mal, en fait. Dans une pièce précédente, ça s'intitulait Sfumato, alors que c'est tous, entre guillemets, des bêtes de scène, mais des choses mais vraiment le b.a.-ba de la danse, une vague en effet domino comme ça, c'était un enfer. Et voilà, j'ai procédé de façon assez académique, j'ai fait une audition et puis j'ai essayé de réunir des personnes qui voilà avec quand même un certain savoir de la musique et du mouvement de groupe, parce que voilà, c'est l'héritage de... Aujourd'hui, on le voit bien, les esthétiques sont tellement différentes. On voit bien que les corps sur scène, le spectre, il est encore plus large, je pense, qu'il l'a été à une époque. Et voilà, ça va de... Et vraiment, pour des gestes artistiques forts, ça va de la présence de personnes qu'on dit amateurs. C'est un mot que je n'aime pas trop, mais bon, pour aller vite, là, je vais le remployer. Mais en tout cas, c'est non professionnels sur scène, mais qui ont transformé l'histoire de la danse. Et de différentes façons, à différents moments. La tribu Émile Dubois, au début, on se dit, voilà, ils ont des choses un peu bancales, jusqu'à des gestes comme plus dernièrement, je sais pas, Jérôme Bel. Et en face de ça, on a des personnes qui ont des parcours où ils maîtrisent des techniques académiques. Et à l'intérieur de ça, c'était difficile de choisir, parce que toutes ces poétiques, tous ces savoirs de la scène, toutes ces présences peuvent m'intéresser. Mais là, je voyais qu'il y avait une décomposition, une façon une sorte de mécanique d'horlogerie très complexe que je voulais avoir, où il fallait que le disque dur travaille très très vite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre une heure à essayer d'amener quelqu'un. C'est-à-dire si on dit à la double croche, à ce moment-là, c'est tous la tête à droite, il fallait que ça puisse suivre pour pouvoir aller d'effets extrêmement fédérateurs à des choses qui sont beaucoup plus en chaos. Parce qu'il y a quand même, c'est tout ce qui oscille dans le spectacle. Et c'est ce que j'ai découvert avec le ballet de l'Opéra de Lyon. Au début, c'était un peu un pari. Je n'étais pas très sûr de ce que je testais là, mais pour l'avoir vécu avec des foules de non-professionnels, c'est-à-dire il y a une chorégraphie qui se met en place, mais on n'a jamais le temps de la voir, en fait. C'est des mouvements
c'est très fugace. Ça me fait penser à l'époque où je travaillais avec Odile Duboc, où on travaillait ces vols d'oiseaux, cette capacité comme ça à se fondre dans un groupe, et puis on n'est pas sûr d'avoir vu la chose. Odile l'avait même décliné au point de faire les Fernands là, dans la rue, où des gens se mettaient tout d'un coup à faire un unisson, et puis ils disparaissaient, puis on se dit mais est-ce que j'ai bien vu? Donc voilà, cette façon d'écrire, mais un peu dans un jet comme ça qui n'a pas le temps de se formaliser, alors que toutes ces dernières années, j'ai été plutôt dans des excès plutôt très posturales, des choses qui s'étaient très marquées. Là, j'ai changé avec une personne qui m'a aidé un peu à formuler cette chose-là, mais c'est comme si la chorégraphie était allusive. On a à peine le temps de la saisir. Alors on s'est déjà croisé à Chaillot, je vais redire un peu ce que j'ai dit, mais c'est vrai qu'on regarde cette chorégraphie un peu comme on regarde du feu ou des nuages qui passent, c'est-à-dire les motifs ont à peine le temps d'apparaître qui disparaissent. Et voilà, c'est aussi ça que j'ai cherché quand j'ai constitué le groupe, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de rompre et de passer de quelque chose qui est très organisé à très chaotique, pour que tout le temps, les motifs chorégraphiques ne fassent que morpher un peu d'une certaine façon. Donc on n'ait jamais le temps de les saisir. Et pour ça, il faut quand même recourir, surtout parce qu'on travaille avec une partition musicale très complexe, à des gens qui ont ce savoir-là. D'où, voilà, c'était une longue réponse, hein, pardon, pourquoi travailler avec des danseurs qui ont ce type de parcours, mais ça a été une nécessité pour ce type d'écriture qui est systématiquement brossé comme ça, sans jamais s'installer. Quand on engage 16 danseurs, est-ce qu'on fait attention à un équilibre homme-femme ou on s'en fiche? Parce que... En fait, oui, un peu de façon arbitraire, comme ça, j'étais parti sur 8-8. Et puis, au moment de l'audition, j'ai pas trouvé je trouvais que les femmes qui étaient là avaient plus à proposer. Donc, finalement, j'ai même eu beaucoup de mal. J'ai repris le téléphone de jours qui n'étaient pas venus à l'audition. Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'es pas là, etc. Non, j'avais pris soin d'appeler plusieurs personnes avant, mais non, on est arrivé à 6 hommes, 10 femmes, parce que ce qui m'importe, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les individus vont finir par jaillir, etc. Mais c'est porté par l'ensemble. Et c'est assez, je crois, bon, après, au travers du regard du spectateur, on n'échappe jamais à ça. Mais voilà, j'ai jamais été très engagé dans une réflexion autour des identités sexuelles. Ça fait bon, voilà, depuis les gender studies, et aujourd'hui, je crois beaucoup encore. Alors, voilà, j'ai jamais été trop là-dedans. Dernièrement, j'ai fait un duo pour Laura Yudkaite, cette fille qui tourne, et Annie Hanauer, qui est une fille qui vient de la compagnie Kendoko, dont la moitié des membres sont des personnes qui ont un handicap. Annie a une prothèse au bras. Elle est d'ailleurs avec nous dans la pièce que vous allez voir. C'était un duo de femmes, on m'a beaucoup interrogé, et puis là on se retrouve à tourner dans des festivals consacrés aux femmes, etc. Mais finalement c'est assez secondaire pour moi. C'est pas que c'est secondaire, mais c'est pas ce qui est moteur. C'est pas ce qui est moteur, c'est incontournable après dans le travail, mais c'est pas ce qui motive la décision. Ouais, ça aurait pu se faire. Et dans ce groupe-là, il n'y avait pas de quotas. Ce qui était important, c'est qu'il soit capable de réagir à l'autre, d'être dans une attention à l'autre, être capable de réagir dans des structures complexes musicalement, être capable de générer une tactilité. C'est tout ce savoir-faire-là, en fait, que j'ai testé avec eux et que j'ai essayé ce qui m'a traversé dans toutes mes expériences de danse avec différents chorégraphes, parce que je travaille depuis plusieurs années, c'est-à-dire cette écriture sur la suggestion, c'est-à-dire d'appeler, le geste n'est pas spécialement affirmé, mais il s'amorce, mais il faut quand même qu'il ait une projection. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait de dire ça, mais ça, je veux bien prendre le temps d'en parler, parce que non, souvent, pendant des années, on m'a dit « Oh, mais pourquoi, alors que voilà, tu as des magnifiques danseurs, et toi, on t'a vu chez d'autres, pourquoi, alors que tu es capable de faire tout ça, tu fais si peu ?» Et parce que, voilà, cette écriture avec une forme de retenue, de pudeur, j'ai toujours vu là-dedans, dans cette chose qui ne s'achevait pas, une invitation au regard du spectateur qui était, voilà, ça dialogue dans ces zones-là.
Une fois, j'entendais Kazuo Ono aussi, je le relisais, Kazuo Ono, pardon, dire là où mes élèves ont besoin de bondir pour réaliser un très grand saut, quoi. Je ne sais plus comment c'était formulé, je prends mon appel et tout le monde voit mon saut. Alors, pareil, on va relativiser, hein, parce que ça pourrait paraître très prétentieux. Mais en tout cas, cette poétique-là, cette façon d'écrire pour le geste, ça me parle beaucoup. Et c'est ça ce qui m'intéresse quand je rencontre des personnes. J'essaie de voir la capacité qu'ils ont à s'inscrire dans un espace. Quand ils pointent du doigt, est-ce qu'on a envie de regarder le bout de leur doigt ou est-ce qu'on a envie de regarder la direction? Et c'est cette façon d'écrire avec des choses qui sont... C'est le savoir de la scène. Alors certains vont dire c'est du charisme, etc. Mais cette façon de faire exister le vide qui est autour, ça me parle. C'est-à-dire, quand je travaille la danse, je regarde souvent, ça aussi, c'est des choses que je répète, mais bon, je connais peu de gens, je crois, aujourd'hui. Je ne travaille pas tant ce que va produire le corps dans sa puissance ou dans son dessin ou dans son identité, mais plus dans comment il sculpte tout ce qui l'entoure. Donc finalement, quand je fais tourner quelqu'un à une très grande vitesse, j'essaie de faire en sorte qu'on perçoive l'immensité, la possibilité de se reprendre, plutôt que « waouh, ce que la personne va vite ». Et ça, c'est très très fin dans comment... C'est là qu'on commence à dire non, repousse le sol, non, ouvre plus, non, relâche, non, calme le regard. Et c'est tout ce savoir-là de la danse, dans sa retenue, pour que finalement l'espace explose, pas que le corps, mais en tout cas que l'espace s'exprime. Ça m'occupe beaucoup. Et c'est vrai que je m'arrache un peu les cheveux à trouver des personnes qui ont cette capacité-là. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas si c'est les centres de formation, mais ces gens qui ont cette grande connaissance de l'épure. Voilà, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Odile Duboc, ou faire beaucoup de stages avec des personnes en buto. C'est-à-dire cette capacité à construire, à tendre un espace, à savoir le recevoir. C'est ce qu'on fait là, depuis qu'on est à l'Agora. Je parlais avec le scélographe hier de Claude Régis, Saladin Katir, avec qui j'ai travaillé un moment. Et je lui disais, écoute, je suis arrivé là, c'est sûr qu'un espace pareil, j'aime bien. Il est en même temps éloquent, mais heureusement, il reste intime, on reste à échelle humaine. Mais waouh, c'est quelque chose par rapport à tout ce qu'on a travaillé en studio, on le découvre. Et puis, j'ai dit, mais là, je continue d'essayer de le recevoir. C'est-à-dire un espace comme ça, on ne cherche pas à le mater, on ne cherche pas à le travailler. Non, on essaye de l'écouter. Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire avec les danseurs. C'est de savoir faire vivre ce vide-là. Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir demain soir et après-demain soir, donc à l'Agora. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous. Bon, alors on a le temps. Alors, qui a des questions? Gérard. Oui, bonjour. Une toute petite. Comme a été proposé la référence à Trisha Brown pour qu'elle soit finalement rejetée, je me demandais, après toutes ces explications, si celle à Lucinda Childs ne serait pas plus pertinente. Oui, pardon, j'ai oublié de la citer. En fait, en ce moment, je passe des heures à revoir les pièces qui m'ont formé. Donc, tous les postmodernes américains, Lucinda Child, bien sûr, Dance, les effets de répétition, ce travail aussi sur le hors-champ. Chez Lucinda Child, c'est-à-dire la pièce arrive de quoi, le mouvement a toujours commencé en dehors du plateau. Mais oui, Lucinda Child. Après, c'est marrant parce que pour avoir regardé Lucinda Child et en lien avec ce que je viens de dire là, c'est-à-dire cette texture des interprètes, c'est marrant parce que c'est pas le souvenir que j'en avais. Alors là, peut-être en plus il y a des spécialistes de la danse, mais finalement on est quand même dans des corps puissants chez Lucinda Child et très affirmés. Quand on les regarde, quand on les lit, ils ont ces projections du sternum, alors que j'avais plutôt souvenir de quelque chose comme quoi c'est toujours très bien de revenir, puis surtout sur comment on a regardé une chose à un moment parce qu'elle nous parlait ou comment on se l'est approprié. Mais non, voilà, je pense qu'on est sur des corps
qui sont plus dans je suis désolé, peut-être j'en parle mal, mais en tout cas, c'est des mots qui résonnent, et je sais que les interprètes avec lesquels j'échange, c'est des mots qui peuvent les aider à construire un geste. À chaque fois, je dis, essayons d'accueillir. Bon, plein d'autres gens l'ont dit autrement, mais c'est laissez-vous voir plutôt que de chercher à vous montrer. Toutes ces choses-là, voilà, je crois qu'avec toutes les techniques de danse par lesquelles on a pu passer, ma génération, etc., je pense que voilà, on peut jouer de ça. On sait ce que c'est que de faire un très grand saut et de faire jaillir un contrôle et une puissance, ou juste au contraire de se mettre en retrait. Et ça, c'est... ouais, j'étais surpris de voir ça dans les corps du travail de Lucinda. Après, attention, parce que je l'ai mis un peu de côté, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a un solo en début qui procède par accumulation comme ça, dans quelque chose de plus sauvage, mais c'est pas aussi rigoureux que Accumulation Motors de Trisha. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, on est un peu pris par le temps. Vous pouvez toujours poser des questions à Rachidou Ramdan en dehors. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Et